Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, nouveau podcast. Donc aujourd'hui on va parler du régime sans glucides, de small group training et d'alimentation sauvage. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien profité, que vous avez pu vous entraîner, bien manger, etc. Qu'est-ce que j'ai fait de beau ce week-end? Moi, pas grand-chose, parce qu'on a un peu la tête là dans les examens ici, examens et études, avec ma compagne. Donc, c'est elle, pas moi, mais bon, du coup, je soutiens, on va dire. Et on reste un peu au calme. J'ai été me promener, j'ai été marcher dans la forêt, j'ai fait mon sport, j'ai cuisiné, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait la recette là, vous savez, qu'il y a sur le site, les cookies sans glucides, sans glucides, avec peu de glucides, en tout cas sans farine, qui sont vraiment trop, trop, trop bons, très riches en fibres, donc si pour ceux qui ont des petits problèmes de constipation, vous prenez ça, logiquement dans les 24 heures, il y a une évacuation qui va se faire. Bref, vous tapez cookies sur mon site, vous trouverez, c'est que des aliments et puis ça vous augmentera aussi votre apport en graisses saines et en oléagineux, voilà. Bref, alors le sommaire, je l'ai dit, donc on va commencer par les bienfaits surprenants d'une alimentation sauvage. Donc c'est un article je crois que c'est un magazine anglais qui s'appelle Positive News, c'est un journal qui fait que des news positives. Voilà. Ça a l'air de marcher, il continue, ça fait plusieurs années maintenant que ça tient. En France, ça n'a jamais tenu. Étrange, mais bon, c'est comme ça. Donc une étude récente de Sciences citoyennes révèle que consommer des aliments cueillis dans la nature pourrait améliorer la santé intestinale, la glycémie et l'indice de masse corporelle, donc l'IMC. L'étude nommée The Will Biome Project a été menée au Royaume-Uni avec 26 cueilleurs qui ont vécu de nourriture sauvage pendant 1 à 3 mois au printemps 2023. Donc Richard Moby, un expert en cueillette basé à Northamptonshire, je dois avoir un accent mais terrible pour les Anglais, a vécu exclusivement de nourriture sauvage pendant 3 mois, se régalant d'acorns, de pigeons. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? De pigeons, de champignons et de légumes sauvages, et a perdu 20 kilos dans le processus. Je pense qu'il y a pas mal de muscles qui a disparu aussi. Les participants classés obèses au début de l'étude ont perdu en moyenne 5,6 à 16% de leur poids corporel. Et Matthew Rooney, un enseignant en cueillette, a même inversé son diabète en 10 jours. Donc les participants ont signalé une augmentation de l'énergie, une amélioration du bien-être mental, leur santé intestinale s'est également améliorée. Et comme l'ont montré les tests de la Société de sciences nutritionnelles Zoé, dirigée par le professeur Tim Spector, le score moyen du microbiome intestinal est passé de 52 à 65. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, Monica Wild, experte en cueillette basée en Écosse et initiatrice du projet, suggère que cette amélioration est due à la diversité d'un régime sauvage. Et les participants ont consommé des fruits, des algues et même du gibier trouvé sur la route, ainsi que du lapin et du poisson. Ils ont également mangé des œufs de poule biologiques, car il est illégal de manger des œufs d'oiseaux sauvages. Wild Monica ne s'attend pas à ce que tout le monde adopte un régime 100% cueilli, mais suggère... Alors, cueilli, un animal, on le cueille pas, mais suggère que même l'intégration de quelques aliments sauvages pourrait être bénéfique. Elle recommande de commencer par des pointes d'ortie fraîches au printemps qui peuvent remplacer les épinards. Bon. Alors moi je suis plutôt pour, surtout en cette période où la bouffe est toujours, même si les médias nous disent que les tendances s'inversent, ça reste quand même cher de bien s'alimenter. En fonction des forêts et tout ça que vous avez proche de chez vous,
C'est vrai que ça peut être intéressant de faire une petite étude. Je sais pas sur qui faut aller voir, peut-être l'office du tourisme ou la maison de la nature de votre région, ça sera peut-être plus ça d'ailleurs. Hem Pour voir un petit peu quelles sont les plantes comestibles, qui se retrouvent en abondance autour de chez vous. Alors évidemment, si vous habitez cœur de Paris, il faudra peut-être s'éloigner un petit peu, aller dans les forêts, Sologne et cetera, pour pouvoir trouver ce genre de choses. Mais sinon, c'est une très bonne idée, hein. Moi, j'ai des souvenirs, d'enfants et d'ailleurs, c'est dommage que ça soit resté qu'enfant. Mais bon, j'habite pas, dans la zone où on le faisait, mais c'est vrai qu'on récupérait des mûres, des groseilles, des myrtilles, des framboises également, quand on était gosse, directement à l'état sauvage comme ça et même des fraises des bois pour tous ceux qui se sont promenés dans les bois, notamment en Auvergne. Des petites fraises des bois, aux abords des chemins. Oh là là, mais si les fraises des bois, ça a un goût, c'est inégalable. C'est-à-dire que je pense même que les bonbons, ils ont jamais réussi à faire quelque chose d'aussi attractif que les fraises des bois. Alors c'est tout petit, mais ça a un goût, c'est vraiment, exceptionnel, quoi. Et puis à une période, on s'est mis à en avoir peur parce que, oh là là, les renards pissaient dessus ou je sais plus trop ce qu'on disait, mais bon, globalement, c'est enfin super bon, quoi. C'était vraiment, vraiment, vraiment hyper bon et voilà, donc de se nourrir de d'aliments sauvages, pourrait être bénéfique. Mais est-ce que ça vous surprend en fait? Moi, enfin, ça me surprend pas. C'est juste, on fait que, se passer de l'industrie, de la modernité. On se remet juste à aller manger ce qu'on aurait pu trouver. Si demain on était privé, si tout claquait là, admettons si on avait eu un virus là qui nous est arrivé en 2020, j'aime pas citer le nom parce que je sais pas si les algos ils vont pas après me mettre un point rouge sur le front si j'en parle, mais Heu, à cette période-là, il y avait eu des comment on appelle ça? Des les magasins, il y avait des restrictions, on pouvait y aller que par petits groupes et cetera, 1 heure par jour, blablabla. Imaginez si le vice avait été poussé un petit peu plus loin, c'est-à-dire enfin le vice, la je vais pas dire le vice parce que je vais me faire défoncer, le la mesure de précaution, c'est comme ça qu'on dit? Avait été poussé un petit peu plus loin, on aurait, enfin il y aurait pas eu les employés de ces grandes surfaces, donc tout aurait été fermé. Comment on mange là? Comment on fait pour manger? Ben la seule façon de manger, c'est d'aller chercher à manger dehors. Donc, soit, dans le frigo du voisin pour les plus teubés, soit, dans la forêt, de chasser, de cueillir et cetera. Et d'ailleurs, ça aurait peut-être mis un petit peu un équilibre, parce que je pense que quand un végan est totalement affamé et qu'il a plus rien à cueillir, et ben, peut-être qu'il va apprécier manger une cuisse de chevreuil ou enfin un petit morceau de viande. Je pense que ça aurait rééquilibré un petit peu les mouvances actuelles. Je serais curieux de savoir si le véganisme a toujours existé. Alors, probablement que oui, mais à un moment donné, il faut avoir à manger, quoi. Et et je pense qu'on l'a été dans le passé, bah, par la force des choses, hein, tout simplement. Entre 2 gibiers, bah, on était véganes, mais enfin, entre 2 bestioles ou 2 sources de protéines animales, on était véganes. Mais, j'aime pas dire «je pense» parce que «je pense» veut rien dire. On va dire que j'ai un doute sur le fait qu'un un végan choisi était, monnaie courante. Je pense que c'était plus, un vegan, par obligation en fait, parce qu'il y avait que ça à bouffer. Et bref, j'ai dérivé, mais c'est vrai qu'on en revient à ça en fait, d'une forme d'alimentation sauvage qui n'est pas végane, hein, pour le coup, puisqu'ils mangent du lapin, des œufs, voilà. Mais ça aurait tout un tas d'avantages, y compris sur le surpoids, le diabète, le microbiote, donc bon, voilà. Si vous voulez, je sais plus quoi dire moi, parce qu'on a tellement de marqueurs aujourd'hui qui nous montrent que ce retour à une alimentation brute, plus sauvage, plus entière, est bonne, en fait, est bonne quasiment pour toutes les pathologies modernes qu'on a, hein. C'est-à-dire bonne dans le sens où ça a tendance à améliorer, la santé. Je ne comprends pas pourquoi ça met autant de temps à faire changer, alors je parle pas des habitudes, hein, des gens, puisque les gens, une fois qu'on leur a mis le nez dans la poudre, ils arrivent plus à s'en passer. Mais je parle
Des autorités, ceux qui font les lois, en fait. Les lois, c'est quoi? C'est vous n'êtes pas capable de vous discipliner, donc on met une loi et si vous franchissez la ligne rouge, vous avez une sanction. Eh ben, c'est peut-être la loi qui devrait s'intéresser à ça à un moment donné. Alors il y en a qui vont dire: «Ouh là là, ils veulent nous forcer à manger sainement». Non, mais peut-être que la loi devrait être plus enfin, les charges qui reposent sur ceux qui proposent des aliments sains tout devrait être beaucoup plus simple. Ça devrait être, savonné, on va dire, pour tous ces gens-là et à l'inverse, gripé pour ceux qui veulent vous fournir des aliments, de mauvaise qualité, où ils vont marger beaucoup et cetera. Bon, il y en a qui vont dire: «C'est pas aussi simple que ça». Certainement. En tout cas, en attendant, c'est notre santé et c'est malheureux qu'on en soit encore à batailler, on va dire. En attendant, on fabrique des médicaments, hein, vous allez me dire. Mais bon, est-ce que c'est pas, en fait, on fabrique le clou et la rustine, quoi. Moi, je préfère pas acheter les clous directement. Enfin bon, bref. Régime, non. Matrix révolutionne le small group training avec une touche de technologie. Alors small group training, je sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est parce que ma compagne, en fait. Moi, je c'est pas du tout mon truc personnellement, faire du sport en groupe. Alors, je pense que c'est une pratique qui séduit les personnes qui ne sont pas séduites par les pratiques, type muscu traditionnel en salle, regard dans le miroir, temps de pause de 2 minutes, voilà. Bon, ça peut se comprendre et les small group training, c'est, des petits groupes d'entraînement, en général moins de 10 personnes, au-delà, ça commence à devenir du court-co, quoi. Mais les small groups, logiquement, le coach est censé pouvoir avoir un œil sur, chacun des pratiquants. Et durant ces small group training, moi, par exemple, ma femme, elle va faire, des mouvements, type, je sais pas moi, corde à sauter, jump box, des tractions, des dips, des pompes, du sled, de la course à pied, sur, le tapis de course. Enfin bon, bref, un peu inspiré du crossfit et tous ces trucs-là, sauf qu'elle, c'est pas du crossfit, hein. Et tout ça en groupe avec un coach, qui va, les guider, ton soulevé de terre, il est bien, pas bien, bon bref et voilà. Bon, ça motive, ça permet à des personnes d'y aller et de poser leur cerveau. Enfin, en tout cas, c'est ce que me disent les gens qui le font et voilà. Sauf que j'ai remarqué moi aussi et c'est vrai que tous ceux qui le pratiquent l'ont aussi remarqué, il y a un très, très mauvais marketing autour de ça. C'est-à-dire que le marketing pour ces entraînements est, tout simplement pourri. Et c'est enfin, moi je le vois, les cours sont de très bonne qualité et voilà, le marketing, il est nul parce qu'il faut avoir un budget pour le marketing et en général, les salles qui proposent ça, c'est pas des salles des grosses franchises, hein. C'est des petites salles faites par des petits studios qui sont relativement chers, au mois, mais qui sont, voilà, avec des coachs, diplômés, compétents, passionnés et cetera. Là, Matrix, la Matrix, vous connaissez les ceux qui font les machines de muscu là? Ils veulent s'attaquer à ça en mettant un petit peu plus en avant. Alors, je vais vous citer, hein, c'est un article de Fitness Challenge, donc c'est un magazine pour les professionnels de l'industrie du fitness, hein. Alors ils disent: «Un acteur majeur du monde du fitness, Matrix, est en train de transformer le concept du small group training». Donc directeur de l'éducation et de la formation chez Matrix, Steve Barrett. 3 facteurs clés sont à l'origine de cette évolution: l'innovation dans les équipements d'entraînement fonctionnels, le rôle crucial de l'entraîneur et la personnalisation des programmes pour des résultats spécifiques. Et donc l'entreprise a développé des programmes, donc Sprint 8 GX, SGT. Bon, j'ai regardé un peu, c'est, sur des machines de cardio, de leur groupe là et plus, après des haltères et tout ça. Donc c'est des séances de 20 minutes offrant des séances comme ça avec, du sprint à haute intensité, des mouvements avec haltères, et cetera, mais en groupe. Voilà. Donc Barrett souligne que jusqu'à l'introduction du Sprint 8GX, il était rare de voir des séances, de small group training sur des équipements de cardio, visibles et attractifs, créer un effet de foule dans les salles de sport, normalisant l'entraînement à des intensités de sprint. Alors, il faut pas oublier que là, c'est un article
que va rece enfin, ils vont tous le recevoir, hein, tous les patrons de salle qui sont abonnés à ça, ils vont recevoir. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez lu comme moi, visible et attractif crée un effet de foule. Effet de foule pour un patron de salle de sport, c'est: «Ouh là là, en ce moment, je vais pas très bien». C'est normal, hein, les salles de sport vont toujours mal, hein, depuis, bientôt, 2020, ouais, depuis 2020, donc ça va bientôt faire 4 ans là, en mars. Et bien, de lui dire que d'acheter leur machine et faire le programme de machin, ça va faire un effet de foule, c'est une publicité à peine déguisée, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, bref. Moi, ce que je m'en fous, je suis pas patron de salle. Tout ce que je dis, c'est que, effectivement, ces small group training, sont contrairement à ce que l'on dit, ils sont plutôt attractifs et je peux comprendre que des sociétés comme, Matrix, heu, puissent être inquiètes à l'inverse de ce que j'ai pu lire là. Parce que ces small group training sont plutôt sur des appareils, enfin, c'est pas sur des appareils d'ailleurs, c'est sur des équipements relativement peu techniques, on va dire. Ça va être des cages à squat, des cordes, donc des battle ropes, donc des cordes à sauter, également, des cordes à grimper, des sleds, donc des chariots à pousser. Alors s'ils peuvent mettre le paquet sur les tapis de course incurvés, ils peuvent mettre le paquet sur les air ski, je crois, ou skidoo, je sais plus comment on les appelle là, les espèces de bâtons de ski, ventilés là. Sur les tout ce qui va être les ergos là, cardio, importés des pratiques CrossFit, des medicine balls, des kettlebells, des haltères, des barres, bon, du matériel relativement archaïque, on va dire, hein, et c'est vrai que quand vous fabriquez des tapis de course, ou des elliptiques, surtout les elliptiques, vous ne verrez pas d'elliptiques dans ce genre de salle, hein. Sauf que là, beh, il faut essayer de les vendre. Donc il faut essayer de créer des programmes qui intègrent ce genre d'équipement, sinon les salles ne vont plus les acheter. Je fais peut-être un raccourci simple, hein, mais j'essaye d'expliquer pourquoi, ce genre de programme, naît en fait, hein. C'est tout simplement pour continuer à proposer ce genre de truc parce que on le voit bien aujourd'hui, la muscu traditionnelle, lissée, esthétique, avec le petit cardio en fin de séance, ça perd de son intérêt. Et oui, ça perd en intérêt parce que c'est trop lisse, c'est pas assez rugueux, c'est pas assez, poilu, c'est pas assez, transpirant, j'ai envie de dire et en plus en photo, ça rend moins bien, une personne en fait, une personne sur un elliptique, ça fait photo, comment on appelle ça? Vous savez, les photos libres de droit, ou publicité, de brûleurs de graisse là. Alors qu'une photo de quelqu'un en train de faire un WOD de CrossFit, tout de suite ça fait, guerrier, spartiate et c'est génial, surtout s'il s'est pas épilé le torse et qu'il a un bandeau autour de la tête. Donc c'est vraiment, il y a vraiment cette image marketing autour de tout ça et alors à Noël là, j'ai revu ma mère et elle me disait, on parlait à un moment de CrossFit, et elle s'est retournée et elle me dit: «CrossFit? Ne faites pas de CrossFit, hein». Ma mère travaille dans le milieu hospitalier en traumatologie, je crois que c'est le service où elle est. En tout cas, elle y a travaillé pendant une période. Elle m'en parlait et tout de suite, elle a dit: «Ah non, non, depuis l'arrivée, c'est une horreur ce truc». En gros, hein, parce qu'il y a plein de blessures, quoi. Bon, ça arrive, voilà, c'est pas grave, hein, mais ça arrive. Il y a des blessures en CrossFit, on a le droit de le dire, je pense encore, hein. Alors il y en a qui n'iront pas plus qu'ailleurs, qui défendent, c'est pas grave, hein, j'attaque pas le CrossFit, détendons-nous, il y a aussi des blessures en muscu, voilà, parce que j'entends des gens dire, «Si tu te fais mal au bas du dos, c'est que ton soulevé de terre, il est pas bien, c'est que tu t'es mal placé», bon non, en fait, tu peux te faire mal au bas du dos, avec une posture nickel et on a le droit de le dire. Tu as le droit de te blesser, en fait, en ayant une posture parfaite, dictée par on ne sait qui d'ailleurs, hein, cette posture parfaite, hein. Puisqu'en fonction des modes et des professionnels de santé, comment on appelle ça? Ça a un nom, tu pas physiothérapeute, mais bon, tous ceux qui font, du chiro jusqu'au kiné. Il y en a qui vous diraient le bas du dos rond, c'est enfin arrondir le bas du dos, c'est pas grave, d'autres surtout pas, d'autres bon, il y aura toujours des blessés et ça sera comme ça puisque le sport par définition, c'est enfin le sport, on va dire quand on le fait sérieusement,
c'est se dépasser, c'est flirter avec les barbelés et à un moment donné, bah, on s'accroche, c'est tout. Bref, Matrix veut faire ça, moi je suis pour, parce qu'en fait, dès qu'il y a toujours de plus en plus de façons de s'entraîner, de méthodes d'entraînement, d'outils à mettre dans sa boîte, c'est génial. Donc je soutiens Matrix dans son élan de faire des nouveaux programmes, avec, ses appareils, de les renforcer, les rendre plus, performants sur les sprints, j'imagine, parce que les appareils de cardio, ils étaient plus sur du basse intensité. Maintenant, si, ils vont être capables d'encaisser du très haute intensité, c'est très bien. Donc, je plus sois, comme on disait avant et tant mieux si ça peut ramener beaucoup plus de monde, en salle de sport pour, brûler, des calories. Troisième point, régime faible en glucides, la clé dans la qualité, pas la quantité. Donc, là, c'est un article de qui déjà? De Science Daily. Enfin, c'est pas de Science Daily, mais je l'ai récupéré sur Science Daily. Donc, dans le monde des régimes, la qualité prime sur la quantité, surtout quand il s'agit de glucides. C'est ce que révèle une étude récente de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, publiée dans JAMA Network Open. Donc, cette recherche met en lumière une distinction cruciale dans les régimes faibles en glucides, ceux basés sur des protéines et des graisses d'origine végétale, accompagnés de glucides sains comme les grains entiers, donc les aliments complets, etc., qui sont associés à une prise de poids à long terme plus lente par rapport à ceux riches en protéines et graisses animales, accompagnés de glucides malsains comme les amidons ramifiés. J'ai mélangé l'adulte et l'étude, hein, là. Donc l'étude a analysé les régimes et poids de 123 332 adultes sains recueillis depuis 1986 jusqu'à 2018. Il semble que j'en ai déjà parlé de ça, mais bon bref. Les participants ont été évalués sur leur adhésion à 5 catégories de régimes faibles en glucides, allant de ceux basés sur des sources animales à ceux privilégiant les sources végétales et les glucides sains. Les résultats sont clairs, les régimes riches en protéines et graisses végétales et en glucides sains sont significativement associés à une prise de poids à long terme plus lente. Ce constat est particulièrement marqué chez les jeunes de moins de 55 ans, les personnes en surpoids ou obèses et celles moins actives physiquement. Les régimes végétaux faibles en glucides ont montré des résultats plus ambigus, avec des données parfois contradictoires selon les études. Cette étude pourrait transformer notre approche des régimes faibles en glucides et souligne l'importance de promouvoir les habitudes alimentaires saines, mettant en avant les aliments comme les grains entiers, les fruits, les légumes et les produits laitiers faibles en gras en avant. Bon. Ce qui est marrant, c'est de voir que les régimes végétaux faibles en glucides ont montré des résultats plus ambigus aussi. En fait, ce qu'ils disent là, c'est que là, ça vient un peu mettre un coup de genou dans les personnes qui vous parlez, peu importe la qualité des glucides, tout est une question de macro, en fait. Et que quand vous faites un régime, il suffit juste si vous avez envie de manger un Kinder par jour et c'est ça vos glucides du jour, c'est pas grave puisque ça fait pas beaucoup de glucides, donc il y aura pas d'impact. Alors un Kinder, c'est pas énorme, mais on va dire de prendre tous vos glucides sous forme de pain blanc, de pâte blanche, de riz blanc, de farine, etc. Eh bien, ça n'est pas la même chose que si vous allez chercher la même quantité de glucides dans des fruits, des légumes, des légumineuses et des féculents plus complets et peut-être de meilleure qualité, comme je sais pas, du sarrasin, du riz complet comme de l'avoine, des choses comme ça. Et effectivement, la prise de poids sur le long terme, parce que là, ils partent du principe que les gens, de toute façon, grossissent avec les années, hein. Là, c'est pas des gens qui font une sèche, hein. Eh ben, elle est plus lente quand on utilise des glucides de meilleure qualité. Ce qui veut dire que quand vous utilisez des mauvais glucides, ça va plus vite. Et tout simplement. Donc, on peut imaginer que ça fonctionne mieux aussi quand on fait une sèche. Que de faire une sèche avec des glucides de bonne qualité, c'est toujours mieux. Alors évidemment, l'argument opposé à ce que je suis en train de dire, c'est de dire: «Oui, mais attends, donc tu es en train de dire que là, si jamais on n'a pas les bons glucides, même si on a un déficit calorique, on va pas sécher». Bah si, mais moins bien que si tu as des bons glucides, c'est tout. Ça veut pas dire, tu vas pas sécher, tu vas quand même perdre du poids.
mais moins bien, de la moins bonne façon et avec une qualité moindre que si tu le faisais avec des aliments de meilleure qualité. Pourquoi? Tout simplement parce que les aliments, souvent, à grains entiers, les légumes et tout, t'apportent pas que ça t'apporte également des fibres, ça t'apporte également des minéraux et des vitamines. Donc, il faut savoir une chose, c'est que quand tu es en restriction énergétique, en restriction calorique, il y a moins d'aliments qui te traversent, donc potentiellement moins de micronutriments qui vont être absorbés. Donc, c'est quoi les micronutriments? Bah, ça va être tout ce qui va être les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments, enfin bon, toutes ces petites substances que tu as envie de récupérer via l'alimentation, tout ce qui fait que tu peux développer des carences également. Donc, moins tu manges, moins tu t'exposes à ce genre de choses. Et si le peu que tu manges est constitué de merdouille, tu as très peu de chances d'obtenir ton calcium, ton magnésium, ta vitamine A, B, C, D, enfin bon bref, toutes ces choses-là, même si la D, c'est pas réellement par enfin un peu par l'alimentation et pas que. Donc c'est ça et d'ailleurs, dites-vous bien une chose, c'est que beaucoup le savent déjà, mais j'en ai des preuves, de terrain maintenant. Vous pouvez être dénutri, donc c'est-à-dire avoir des carences, être en dénutrition, tout en étant obèse et en surpoids. Donc ça montre bien qu'une alimentation de mauvaise qualité, on imagine bien ce que mangent les obèses, on n'a pas besoin de nous faire un dessin, on a vu suffisamment de documentaires et reportages pour le comprendre. Et également, aujourd'hui, moi, j'ai un regard, plutôt direct avec une clinique, donc j'ai pu voir ça. Enfin, j'ai pu l'entendre, en tout cas. Heu, Ce sont des personnes qu'on n'imaginerait pas en carence alimentaire. Alors si, que si. Vous pouvez être en détresse nutritionnelle, j'ai envie de dire, en carence de micronutriments, tout en étant en excès, pondéral. Et là, la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait? La personne est carencée, on lui fait faire un régime? Oui, mais si on lui fait faire un régime, elle est déjà carencée, c'est pas bien. Et en fait, là, la simple chose à faire, c'est de la faire manger ce qu'il faut pour perdre du poids. Donc, en général, quand elle est en fort surpoids, il y a pas de problème puisque, il y a toute une quantité de son poids qui n'est pas du poids à nourrir, qui est du poids plutôt à laisser, disparaître. Donc on se base pas sur son poids de corps quand elle est en surpoids, pour calculer ses macros. Mais par contre, on va calibrer, enfin, on va calibrer sa diète uniquement avec des aliments à forte valeur nutritionnelle. C'est-à-dire que des aliments, entiers, enfin de bonne qualité. Il y aura pas de trucs complètement transformés ou vous savez, les aliments, il y en a certains, ils sont tellement transformés qu'ils se disent: «Mince, on a tellement foutu le merdier que c'est du polystyrène le truc. Attends, on va y rajouter des vitamines, comme ça en plus on pourra le placarder sur le packaging et ça pourra faire un bon argument de vente supplémentaire, riche en fer, riche en machin». Mais riche en tout ça, pourquoi? C'est pas naturel, hein. C'est pas leur process dans les usines qui a créé miraculeusement une teneur en fer, une teneur en protéines, enfin protéines non, mais en vitamine C, surdéveloppée. C'est tout simplement qu'ils sont arrivés, ils ont dit: «Beh, va me chercher du complément de vitamine C ou de fer, on le balance dedans». Donc en fait, en bouffant des aliments transformés, les gens bouffent des compléments alimentaires déguisés, à peine déguisés et ils s'en rendent même pas compte et parfois c'est ceux qui vous disent, quand vous prenez une gélule de vitamine C: «Ça sert à rien», oui, tu en bouffes tous les jours mais ça sert à rien. Bref, heu bon, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ce genre de sujet, toujours, moi, c'est ça déchaîne un peu les passions parce que j'ai beaucoup de je peux comprendre, hein, il y a des gens qui défendent leur beefsteak, hein. Ils veulent défendre, leur méthode, ils ont créé un régime, qui frustre pas les gens parce qu'il leur autorise à manger de la merde et ils défendent ça parce qu'ils ont des résultats, des avant-après, des tout ça. Mais très bien, c'est cool, c'est génial. Mais est-ce que enfin, fondamentalement, est-ce que c'est bien de leur faire manger de la merde? Enfin, je pense que non, vous le savez. Alors peut-être que vous allez vous justifier en vous disant: «Oui, mais c'est que pendant le régime». Ouais, mais en fait, le régime sert à éduquer les gens. Parce qu'ils vont faire quoi après le régime, les gens? Ils vont avoir un peu plus faim, donc ils vont manger plus, mais vu que vous les avez pas éduqués à manger mieux, ils vont manger plus de la merde qu'ils mangeaient au régime. Donc certes, au régime, ça leur permettait de sécher, mais après, quand ils vont passer d'un Kinder à 10 par jour, bah, ils vont grossir et ils vont pas avoir gagné, en fait. Le régime est là pour éduquer. Moi, je vois les choses comme ça. Le régime est là pour éduquer.
C'est-à-dire que c'est une période de frustration qui permet de perdre du poids. Et ne me dites pas, pour certains: «Ah, c'est pas bien de frustrer, c'est pas bien les régimes». Allez dans les cliniques d'obésité, vous allez voir si à un moment donné, c'est pas bien de faire un régime. C'est ça ou la mort, hein. Un régime est une période d'apprentissage, d'une période de restriction, où on va faire un peu c'est quand même moins sévère que le jeûne, alors que le jeûne, il est populaire. En plus, on fait des documentaires, positifs dessus, il y a la petite feuille verte à côté, c'est peace and love, c'est tout ce qu'on veut, mais les régimes, c'est pas bon. Il y a un problème. Manger moins, ah, c'est pas bien. On se demande qui a intérêt à ce qu'on mange pas moins. Mais bon, bref. Heu, enfin, on le sait, mais on va pas le dire. Enfin, tout ça pour dire que le de se frustrer un petit peu, c'est pas bien grave. C'est pas grave. Moi, je suis plutôt du courant des psychologues qui sont, pour, apprendre à gérer sa frustration à l'âge adulte quand même, hein, c'est mieux que de pas la supporter. J'ai fait un petit article dans mon mail de vendredi là-dessus, allez le voir d'ailleurs. Bref, ah oui, Eratom, je sais pas si on dit Eratom dans un podcast, mais je le dis quand même. La semaine dernière, je vous ai fait la promotion de ma FAQ partie 1 sur la diète OMAD, diète carnivore avec des fruits, le home gym et les gens de petite taille, comment faire pour rendre esthétique. Sauf que, en fait, ça sortait que ce dimanche-là. En fait, le dimanche dernier n'était sorti que celle sur les métaux lourds. Donc, j'en ai pas parlé, mais j'ai également fait un cours sur les métaux lourds. Donc, les métaux lourds, à savoir comment, et je vous parle pas de comment éliminer les métaux lourds en arrêtant de manger du poisson et en arrêtant de mettre du déo, hein. C'est plus subtil que ça et ça pousse plus loin le raisonnement et les connaissances que ça. Donc, allez voir, hein. Sur mon site, vous tapez métaux lourds, vous trouverez. Sinon, la FAQ 28 partie 1 pour ce début d'année, elle est bel et bien en ligne cette fois, donc vous avez le lien dans les notes de cette émission et donc on parle de la diète OMAD, donc c'est mon avis sur la diète OMAD, sur la diète carnivore avec des fruits, sur le home gym, comment progresser dans un home gym, comment rendre esthétique, avoir un physique esthétique quand on est de petite taille, etc., etc., plein de questions. Donc c'est la partie 1, il y aura la partie 2 dans la semaine qui va suivre et voilà, vous avez vos réponses à vos questions, tout simplement. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, plein de bons entraînements, de progression, de diète saine, et puis de récupération, et voilà quoi. Apprenez à prendre du recul aussi. En ce moment, je regarde un peu les contenus de plus en plus. Ce qui marche, c'est les contenus polémiques, c'est les contenus stressants, c'est les contenus clivants. C'est pas bon pour votre santé mentale. Faites attention. Si vous n'arrivez pas à vous en passer, c'est que ça commence à sentir le sapin. Essayez de re-regarder du contenu plus posé, plus long. C'est pas normal hein, d'être attiré que par du clivage en permanence. Il faut juste être capable de faire quelques pas en arrière parce que sinon votre niveau d'anxiété va péter les compteurs et quand vous allez être trop stressé, vous allez plus faire de sport, vous allez plus réussir à tenir votre diète, vous allez mal dormir. Donc faites attention à ça, restez-en loin. Beaucoup se sont séparés de la télé il y a quelques années en se vantant, en disant: «Oui, moi de toute façon je regarde plus la télé, c'est que de la merde». Mais la nouvelle télé, c'est Netflix. C'est pas Netflix du tout, c'est YouTube. Donc YouTube est devenu la même chose, c'est-à-dire que c'est du contenu pupille dilatée, dopamine à fond. Faites attention à ça, quoi. Voilà. Je vous laisse ici. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce
ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.